La médecine et la chirurgie cardiaque de demain, c'est donc le thème de notre débat tout de suite avec Bénédicte Garbil. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice générale France de Edwards Life Sciences. Le professeur Philippe Ménacher est également présent. Bonjour, heureux de vous accueillir, chirurgien cardiaque à l'hôpital Pompidou, membre du conseil scientifique de la Fondation Recherche Cardiovasculaire. Et puis avec nous au téléphone, le docteur Arnaud Rosier, qui est cardiologue, chercheur en intelligence artificielle et fondateur de l'entreprise Implicity. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Thomas. La liaison est bonne, je viens vers vous dans un instant. Je vais commencer en essayant de comprendre et de vous demander de nous présenter vos dernières innovations aux uns et aux autres. Bénédicte Garbil, la spécialité d'Edwards Life Science, ce sont entre autres, il y a les valves cardiaques. La dernière innovation s'appelle le TAVI. Ça permet de remplacer une valve aortique sans ouvrir le thorax. Déjà, quand je dis ça, je trouve ça assez génial. Comment ça marche? Expliquez-nous. C'est très simple. Non, je plaisante. En fait, ça nécessite quand même beaucoup d'expérience. Le concept est devenu de la base de la chirurgie cardiaque. Donc, il y a des éminents chirurgiens cardiaques qui font des superbes chirurgies à cœur ouvert pour remplacer les valves, les réparer. Mais certains patients, en fait, n'étaient pas éligibles. Quand c'est une chirurgie cardiaque, c'est quelque chose qui est assez lourd. Vous vous retrouvez à cœur arrêté. La réhabilitation derrière est un petit peu longue. Il y a des patients qui ne peuvent pas tenir ça. Et donc, on a trouvé une autre solution. Et c'est une invention qui vient de la France, du professeur Cribier à Rouen. Il faut rendre hommage à ça. L'idée, c'est de passer par les artères. Alors on voit une simulation pendant que vous nous parlez, donc vous pouvez la décrire. On voit donc la valve qui est sertie sur un cathéter qui remonte jusqu'à la valve d'origine, la valve native. Ouais. Une fois qu'elle est bien positionnée, il y a un petit ballonnet qui va se gonfler et qui va prendre toute sa place au sein de la valve aortique. Et à partir de là, la réparation est faite. Et ça se fait à cœur battant. Et ça se fait même en sédation consciente. C'est-à-dire que les patients qui sont souvent très âgés, ne sont même pas sous anesthésie générale. Ça défie l'entendement pour un béotien comme moi. Je ne vous cache pas que la première intervention que j'ai vue, j'étais incroyable, surtout que le patient devait avoir quasiment 85, 86 ans, voire même plus. Et il était conscient 2 minutes après. Et 4 jours après, souvent, ils sortent de l'hôpital. Alors justement, évidemment, ça c'est un des effets très positifs, c'est-à-dire comme c'est moins invasif, il y a moins de conséquences. Le fait de ne pas arrêter le cœur aussi, en quoi ça change les effets secondaires, si j'ose dire? Alors je passe sous le contrôle du professeur Ménacher, qui est nettement plus spécialiste que moi, mais forcément une circulation extracorporelle, une thoracotomie, c'est quand même des choses qui sont invasives. Ouais. Là, on parle d'une petite ponction au niveau de l'aine, c'est tout petit et ça se fait tout sous imagerie, donc effectivement la récupération est logiquement plus rapide. Professeur Ménacher, vous allez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui, mais quand vous avez, je sais pas, il y a 10 ans même ou 15 ans, vous pouviez imaginer opérer sans ouvrir le thorax? Non, et je voudrais insister à nouveau sur ce que vient de dire Bénédicte Garbil. C'est vraiment le mérite d'Alain Cribier d'avoir cru en ce concept contre vents et marées, car nous étions finalement très nombreux à nous dire que c'était absolument impossible. Et lui y a cru, et non seulement il l'a cru, mais comme le dit le professeur Carpentier, qui, comme vous le savez, est un éminent chirurgien cardiaque, une idée n'est rien tant qu'elle n'aboutit pas. Et lui, il l'a fait aboutir, entre autres, grâce d'ailleurs à des laboratoires qui ont mis à son service des technologies extrêmement sophistiquées. Mais non, c'était quelque chose qui n'était pas aisément envisageable, et je dois dire que ça marche. Et oui, voilà. Et le terme « ça ne marchera jamais », dans beaucoup de domaines, on l'entend une première fois, il faut oser aller au-delà. Il faut vraiment rendre hommage à l'obstination et à l'opiniâtreté d'Alain Cribier. Oui. Alors, vous travaillez, Philippe Ménacher, depuis des années sur la thérapie cellulaire des pathologies cardiaques et vasculaires. 2000, c'était la première greffe mondiale de cellules souches de muscles. Aujourd'hui, elles sont, si j'ai bien compris, incluses dans une sorte de patch que vous posez dans la zone de l'infarctus, c'est ça ? Oui, ça a été l'essai effectivement initial où ces cellules cardiaques, qui étaient dérivées de cellules souches embryonnaires, ont été intégrées dans un patch assez simple que je déposais sur la zone morte du cœur au cours d'interventions, alors effectivement plus invasives de chirurgie cardiaque. Ouais. Ça a été la première étape, absolument, et l'essai est terminé depuis maintenant 4 ans. D'accord. Et il a atteint ses objectifs de sécurité, essentiellement, puisque c'était la première fois, c'était vraiment l'objectif initial, être sûr qu'on n'allait pas générer des complications spécifiquement liées aux cellules, et jusqu'à présent, ça a été le cas. Alors, le principe des cellules souches, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est si novateur? Alors, je vais vous dire, la réponse que je vais vous faire n'a rien à voir avec celle que je vous aurais faite il y a 5 ans. Initialement, on pensait, les uns et les autres, que les cellules greffées
allait s'intégrer dans le cœur, allait refaire du tissu cardiaque et remplacer par conséquent celui qui avait été détruit. Ça ne marche pas du tout comme ça. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que les cellules en question, elles vont au bout d'un certain temps mourir. Pour autant, elles peuvent avoir des effets bénéfiques. Donc la question s'est posée de savoir comment ces effets peuvent-ils survenir alors que les cellules ne sont plus là. Et en fait, beaucoup d'équipes à travers le monde ont pu montrer que ces cellules se comportent absolument comme des micro-usines qui libèrent, une fois qu'elles sont greffées, non pas des dizaines, non pas des centaines, mais sans doute des milliers de substances biologiques qui sont autant de petits médicaments. Et ce sont ces substances qui vont provoquer des phénomènes de réparation cardiaque à partir de voies, si vous voulez, qui sont déjà présentes dans l'organe. Comme on dit, on va réveiller un certain nombre de voies dormantes grâce à ces substances libérées par les cellules, de sorte qu'aujourd'hui, l'orientation se fait vers la seule administration des substances en question. Et c'est naturellement quelque chose qui intéresse beaucoup l'industrie, non seulement les biotech, mais les big pharma, parce que on sort du domaine strict de la thérapie cellulaire, même si les cellules sont là, mais elles ne sont plus greffées. Elles sont là pour produire les facteurs, et on va vers ce qu'on appelle d'ailleurs, au plan réglementaire, un médicament biologique. Ouais. Mais donc ça va bien au-delà de la chirurgie cardiaque. Oui. Ce que vous décrivez, Absolument. ça vaut pour toutes les maladies. Absolument. Ouais. Absolument. Alors il y a des maladies pour lesquelles, par exemple les maladies oculaires, Ouais. pour lesquelles la présence physique des cellules reste absolument, semble-t-il, nécessaire. Je parle sous le contrôle des ophtalmos. En revanche, dans d'autres disciplines, on a pu vraiment démontrer la stricte équivalence entre la greffe des cellules et la seule administration du médicament biologique qui représente l'ensemble des produits sécrétés. Et là, sur des interventions précédentes, vous avez plusieurs années de recul pour évaluer l'état de santé des patients. Alors oui, puisque la première malade que j'ai opérée, c'est maintenant, ça fera 7 ans au mois d'octobre prochain, et le plus récemment opéré, c'est 4 ans et demi. Et donc, comme je vous le disais, c'était une étude de faisabilité et de sécurité, donc il faut toujours se méfier des conclusions sur l'efficacité. En tout cas, cette étude a eu en tout cas le mérite de rassurer un certain nombre d'équipes de par le monde qui étaient dans les starting blocks et n'osaient pas trop se lancer, et qui, constatant que finalement il n'y avait pas de complications particulières, développent aujourd'hui des essais. Il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a un qui vient de démarrer en Allemagne et un prochainement à Stanford. Alors, on va voir maintenant ce que l'intelligence artificielle peut aussi bouleverser dans vos métiers respectifs et dans la médecine et la chirurgie cardiaque. Arnaud Rosier, c'est le métier d'Implicity. Vous analysez les datas et vous mettez cette analyse au service des cardiologues, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. Alors voilà, Thomas, vous avez eu un peu les 3 volets là des innovations en santé. On a eu d'abord le matériel, il y a vraiment énormément de choses en cardiologie. Après, il y a l'aspect biologique un peu. Nous, on va être dans le numérique, effectivement. Ça vient finalement d'une opportunité et d'une contrainte à la fois. Moi, en tant que cardiologue, je suivais mes patients qui étaient équipés de pacemakers, donc des appareils qui régulent leur rythme cardiaque. Et puis, ces appareils se perfectionnant d'année en année, on finit par devenir comme tout le reste de nos objets communicants. Donc ces pacemakers sont devenus connectés, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'envoyer, pendant que le malade dort la nuit, tout un tas de données jusque sur des serveurs des fabricants qui étaient mis à disposition des médecins. Et puis finalement, on a commencé à suivre nos malades à distance. Donc ça a d'abord créé un problème, c'est qu'on devait du coup être capable de gérer toutes ces données qui remontaient alors que les malades n'étaient pas là. Voilà, donc c'est de la télémédecine bien sûr, mais c'était déjà une difficulté. Et finalement, j'ai voulu créer cette entreprise, Implicity, qui est une entreprise qui vise à créer les outils pour résoudre ce nouveau métier des médecins et des équipes soignantes, qui consiste à garder le lien avec leurs patients par le biais de toutes ces informations qui sont susceptibles de remonter, bien sûr, des pacemakers. Et là, c'est un cas particulièrement intéressant, et c'est quelque chose qui est implanté dans le corps humain, donc vous voyez que c'est assez excitant, mais aussi de tous les objets connectés dont on parle souvent et qui sont susceptibles d'améliorer les informations physiologiques dont on dispose sur les patients dans le temps quand les patients sont à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, quand on reçoit toutes ces données, derrière, ça ouvre la possibilité d'utiliser toutes ces informations pour mieux suivre les malades, pour développer des algorithmes, pour anticiper sur l'état de santé des patients, pour essayer de deviner, de prédire qu'ils sont en train de s'aggraver
ou connaître leur état de santé. Et ça, c'est là qu'on va utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour essayer de faire ces prédictions. Alors, je voudrais insister là-dessus, Arnaud Rosier. Donc, c'est aussi un outil de prévention, c'est-à-dire que ça permet d'alerter les médecins sur l'état de santé des patients. Est-ce que vous venez de dire comment ça fonctionne ? Alors, si vous voulez, déjà, quand vous suivez un patient originellement avec un pacemaker et qu'il n'est pas connecté, vous le voyez tous les 6 mois, tous les 3 mois, et puis vous dites, bon, l'appareil marche bien, vous avez une espèce de gros appareils du fabricant pour communiquer avec son dispositif, et vous vérifiez qu'il y a de la batterie, que tout fonctionne correctement, mais vous récupérez aussi toutes les mémoires de l'appareil, c'est-à-dire tout ce qu'il a enregistré parce qu'il est bourré de capteurs et il mesure des tas de choses. Et là, vous pouvez vous rendre compte, quand vous voyez le malade en consultation, qu'il finalement il y a eu un problème de rythme ou bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer au niveau physiologique, et vous pouvez vous dire, mais ce malade-là, je dois le traiter, je dois lui donner un anticoagulant, je dois lui donner un traitement pour éviter d'autres problèmes, par exemple, pour éviter des accidents vasculaires cérébraux et des choses comme ça. Et quand vous suivez le malade à distance, vous allez avoir une information quotidienne. Mais cette information quotidienne, il faut la digérer. Donc là, vous devez déjà généralement soit avoir beaucoup de personnel, soit faire appel à des algorithmes pour un peu faire le tri. Donc ça, c'est sur l'aspect un peu triage. Et ensuite, si vous avez beaucoup d'informations sur beaucoup de patients et que vous pouvez suivre leur évolution, en utilisant des techniques d'apprentissage, comme on fait beaucoup maintenant, que ce soit dans la santé ou dans d'autres domaines, vous pouvez essayer de développer un modèle qui va vous dire « Attention, ce patient-là, j'en ai vu d'autres qui lui ressemblaient, et les autres se sont aggravés par la suite, donc peut-être qu'il faut que tu lui prennes une attention particulière. » Merci, restez avec nous, Dr Rosier. Bénédicte Garbil, il y a aussi chez Edwards Lifesciences des outils comme ça, de prévention, ou d'anticipation. De prédiction. De prédiction, on peut même dire. On peut dire de prédiction. Ouais. On a une activité outre les valves cardiaques, on fait du monitoring hémodynamique. Donc ça, hémodynamique, donc ça marche comment ça? On reste dans le sang quand même. Il y a une notion de flux, on est quand même très branché sur le flux. Ouais. Et donc l'objectif, c'est pour les anesthésistes et réanimateurs de pouvoir suivre ces flux et de pouvoir anticiper quand l'état d'impatience se dégrade. Et donc c'est des technologies qui existent. Aujourd'hui, l'avenir, et qui commence à ressembler au présent parce que c'est disponible, c'est de prédire la survenue de l'hypotension. Et on sait que l'hypotension mal prise en charge va compliquer derrière excusez-moi pour le barbarisme, la récupération du patient parce que ça complique l'intervention. Donc le but du jeu, c'est de prédire et d'alerter l'anesthésiste en disant attention, le patient risque d'avoir une hypotension, il faut que tu interviennes. Les données, le big data, comme on dit, l'intelligence artificielle, voilà, je scinde les deux, mais comment vous le recevez l'un et l'autre? Est-ce que vous le recevez aujourd'hui comme une aide, potentiellement comme un danger? On fantasme souvent sur la disparition des médecins, le robot chirurgien qui va prendre la place des médecins. Comment vous réagissez à ça, professeur Ménacher? Non, pas du tout avec crainte, au contraire, je pense que c'est une aide réelle. Ouais. Il faudra toujours des médecins. Un patient ne se confiera jamais à un robot, en particulier s'il est gravement malade. Donc je ne suis pas inquiet sur la disparition des médecins en tant qu'êtres humains. Ouais. Je pense qu'au contraire, ce sont des outils technologiques qui peuvent, de façon considérable, améliorer la sécurité des prises en charge. Mais par exemple, pour la chirurgie, il y a des robots chirurgiens il y avait un robot, c'était Da Vinci, c'est ça, qui a été lancé il y a une dizaine d'années. Absolument, et qui marche très bien dans plusieurs disciplines, pas tellement en chirurgie cardiaque, pour différentes raisons, encore que certains l'ont utilisé, mais en gynécologie, en urologie, en chirurgie vasculaire, ça marche très bien. Ça améliore la qualité de la vision, et par conséquent, ça peut également améliorer la précision et la qualité du geste. Donc c'est vraiment un appoint. Ouais. Les données couplées à des algorithmes, à de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi une aide au diagnostic, d'une manière générale, en santé en général et en médecine cardiaque en particulier. Exactement. Et puis il y a la notion de détecter les patients. Il faut savoir détecter, il faut savoir intervenir tôt. Et pour ça, les données sont extrêmement nécessaires. Et donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu de collecter les données. On n'y est pas encore, je pense, aujourd'hui. Il y a beaucoup de bases de données. Il faut pouvoir les analyser et identifier quels sont les marqueurs. C'est ce qu'expliquait votre invité, le docteur Rosier. C'est identifier des signaux en analysant des grandes bases de données pour repérer un mode opératoire qui se répète chez des patients et dire « Ah, celui-ci, il est à risque ».
Oui, alors justement, Arnaud Rosier, on peut parler d'un cas d'école, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle utilisée pour comparer des centaines de milliers d'électrocardiogrammes en très peu de temps, ça donne quoi exactement? Ça donne un diagnostic, ça donne une aide au diagnostic? Comment vous l'utilisez ça? Alors ça c'est intéressant. Effectivement, nous on fait partie. En France, on a vraiment des sociétés exceptionnelles sur ces technologies. Chez Implicity, on travaille un petit peu sur le signal, et puis il y a une autre société qui s'appelle Cardiologues également, qui travaille sur l'électrocardiogramme comme vous mentionnez. Ce qui est très intéressant dans votre exemple, c'est que l'électrocardiogramme, c'est cette espèce de tracé là qui est enregistré avec des électrodes et qui permet un petit peu d'analyser l'activité électrique du cœur et de voir tout un tas de choses qui se limitent pas que à l'électricité, mais aussi au vaisseau et au fonctionnement du cœur. C'est typiquement quelque chose que les humains ont appris sur 150 ans en regardant les tracés à interpréter. Bon, et puis maintenant, on en a développé une science, mais finalement, quand vous donnez à la machine tout un tas d'exemples et les diagnostics en face parce que vous avez fait une échographie, un scanner ou un autre examen à votre patient et donc que vous savez qu'est-ce qu'il y a en dessous, le modèle va être capable d'apprendre et de répliquer ça et de faire effectivement de l'aide au diagnostic. L'aide au diagnostic ou le diagnostic, c'est plus un aspect réglementaire. L'aide au diagnostic, ça veut dire qu'il y a un humain qui est censé se débrouiller quand même pour prendre la décision. Et puis quand c'est vraiment du diagnostic, ça veut dire que vous avez intérêt à ce que votre système soit très fiable parce que vous prétendez remplacer au moins en partie l'activité humaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est analogue finalement à la reconnaissance faciale que vous avez maintenant dans votre smartphone ou sur vos bases de photos personnelles où on va vous mettre ça c'est votre petite fille et puis ça c'est votre ami, etc., automatiquement. On a fourni de la donnée à des approches logicielles qui ont créé des modèles et qui sont capables de les répliquer avec un aspect très important qui est qu'on peut répliquer à l'échelle. Et donc, quand on fait du diagnostic ou de l'expertise comme ça sur de la radiologie ou des signaux, ça veut aussi dire que l'expérience devient collective, elle devient dans le modèle et elle peut être partagée au plus grand nombre sur des pathologies très spécifiques. Professeur Ménaché, vous êtes, je l'ai dit en préambule, membre du conseil scientifique de la Fondation Recherche Cardiovasculaire. Et dans ce cadre, il y a un programme scientifique, lui aussi innovant, spécifique sur le cœur des femmes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Absolument. Alors, la Fondation Daniel Herman a été créée par Madame Herman, qui avait payé un lourd tribut à la chirurgie cardiaque et souhaitait rendre un petit peu à la cardiologie ce qu'elle avait reçu. Et très tôt, cette fondation a identifié parmi les thématiques à soutenir de façon un petit peu spécifique les problèmes des maladies cardiaques chez les femmes. Alors, beaucoup ignorent par exemple qu'en France, et pas uniquement en France, il y a plus de femmes chaque année qui meurent d'insuffisance cardiaque que de cancer du sein. Effectivement. Et donc, il y a un vrai problème. Ouais. Et sur ce plan, donc, la Fondation soutient d'une manière sélective des projets qui visent à développer des recherches sur les aspects diagnostiques, prédictifs, thérapeutiques, qui ont trait aux pathologies cardiaques des femmes, qui ont certaines spécificités. Oui, notamment les signes avant-coureurs d'une attaque cardiaque ne sont pas les mêmes que pour les hommes. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Les prises en charge ne sont pas non plus toujours les mêmes. La nature des artères coronaires n'est pas la même. Le tissu valvulaire n'est pas le même. Donc il y a vraiment, si vous voulez, un certain nombre de spécificités. Et c'est le mérite de la Fondation que de l'avoir reconnu il y a déjà longtemps et d'avoir donc privilégié ces thématiques parmi celles qui doivent être soutenues. Est-ce que, vous disiez, je n'imaginais pas il y a 15 ans pouvoir faire une opération sans ouvrir le thorax. Vous pensez qu'il y a des maladies, notamment grâce à ce que vous avez prouvé, qui peuvent disparaître dans 10 ans? Oui, mais elles seront remplacées par d'autres. Nous venons d'en connaître un exemple typique. Oui. Donc ne nous faisons pas trop d'illusions là-dessus. Tous guéris dans 10 ans, vous y croyez pas? Non, pas du tout. Parce que c'est le titre d'un livre d'un ami qui est médecin, qui est cardiologue, le docteur Guez, pour ne pas le nommer. Donc, que je connais bien. Mais oui, ça rend optimiste quand même. Oui. Si vous me permettez, je vais quand même aller dans son sens. Oui. Je suis d'accord, il y aura toujours des maladies qu'on découvrira. En revanche, il y a des maladies dont on mourrait, dont on ne mourra plus. Et je pense que c'est là où on a intérêt, et nous on le voit, ce qu'on a fait sur la sténose aortique, hein, qui est cette maladie du vieillissement, puisque la maladie intervient avec le vieillissement, donc pas de bol. Oui. Aujourd'hui, on ne meurt plus d'une sténose aortique. Quand elle est bien prise en charge, les gens continuent leur vie, alors que si elle n'est pas prise en charge, le taux de décès est de 50% à 2 ans. C'est énorme. Ce qu'on a fait sur la valve aortique, demain, on la fera sur le valve mitral qui est déjà pris en charge par les chirurgiens et donc on continuera, et surtout sur la valve tricuspide qu'on appelle la valve oubliée. Personne ne la connaît celle-ci. Et pourtant, c'est une tueuse redoutable. Bon.
Et ben voilà, un message d'espoir. Merci à tous les deux, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant pour un béotien comme moi. En plus, tout était clair. Merci d'avoir vulgarisé au maximum, c'est vraiment sympa. On va continuer, à parler de Big Data, mais côté business tout de suite, c'est Smart Money.